Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Lorsqu'à l'occasion d'une récente visite médicale quelque part à Godomé-Gare à Cotonou, je fus accueilli à l'entrée par la photo géante de la plante du pied d'un homme où se croisaient allègrement une multitude de nerfs, chacun correspondant à un organe vital, je compris vite leur rôle irremplaçable dans le fonctionnement du corps humain. Alors, quand ils sont malades, on souffre, parfois dans une profonde douleur, à l'image de la sciatique et bien d'autres affections des nerfs. Quelles sont justement les maladies courantes des nerfs? Quels symptômes et causes? Et comment peut-on prévenir ces différentes situations? Qui, mieux que le neurologue, peut aider à comprendre tout cela? À cet effet, nous recevons ce soir Dr Octave Wanou, neurologue libéral. Vous l'entendrez dans un instant, et puis l'antenne sera ouverte aux auditeurs pour exprimer leurs préoccupations. Merci de votre sympathique attention. Parole du spécialiste. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Docteur Wanou, Octave, bonsoir. Bonsoir, Monsieur René Bewa. Et bienvenue dans ce studio. Alors, je crois que vous êtes prêt pour l'exercice. Tout à fait prêt. Absolument, absolument. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter un peu, brièvement? Bonsoir, auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Moi, c'est Dr Octave Wanou. Je suis médecin neurologue et j'exerce dans le privé à Cotonou. La précision est bien donnée. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, docteur. Est-ce que, quand on parle de neurologie, est-ce que vous pouvez déjà faire le tour des différentes maladies récurrentes, je vais dire, les maladies, les affections que vous recevez souvent dans ce domaine? Mais avant cela, la neurologie recouvre quoi et quoi, docteur? Merci, Monsieur René Bewa. La neurologie, c'est la branche de la médecine, donc la spécialité médicale qui s'occupe des maladies du nerf. Et quand on dit maladie du nerf, c'est un peu restreindre le sujet. Sinon, la neurologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe des maladies du système nerveux. Et quand on dit système nerveux, c'est un ensemble de regroupement des nerfs. Et le système nerveux, c'est divisé en gros en deux grands groupes. On a le système nerveux qu'on dit central et le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, c'est essentiellement le cerveau. Le cerveau, le cervelet, la moelle épinière, c'est ça le système nerveux central. Et dans le système nerveux périphérique, c'est de façon très simple, c'est les nerfs qui sortent au niveau de la colonne vertébrale et qui rentrent dans les membres, donc dans les mains, dans les pieds. Donc vous voyez que la neurologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe des problèmes du cerveau, des problèmes des nerfs qui rentrent dans les membres. Et quand on dit cerveau, le cerveau c'est un organe central, un organe important, il est unique et il joue plusieurs rôles. Ah oui? Énormément de rôles. Parce que pour comprendre les différentes affections dont le neurologue s'occupe, il faut comprendre
le rôle des systèmes nerveux. C'est sûr. Et quand je parle du cerveau, je parle maintenant, c'est grâce au cerveau. C'est pas seulement la bouche, les dents et le larynx qui font que les auditeurs, les auditrices de Radio Cotonou me reçoivent. Ça. Le centre du langage se trouve au niveau du cerveau. Donc, vous voyez que déjà pour parler, c'est au niveau du cerveau. Oui, absolument. Pour voir, bien évidemment, il y a les yeux qui sont les organes de la vue, mais c'est pas seulement les yeux seuls qui font qu'on voit. Il y a les yeux, il y a le nerf optique qui va transmettre l'information, puis il y a une région du cerveau qui se trouve en arrière, qu'on appelle le lobe occipital, donc l'occiput, qui s'occupe de la transformation de l'image. S'il y a un problème au niveau de cette région du cerveau qui doit traiter l'information, la personne aura bien les yeux qui n'ont aucun problème, mais ne pourra pas voir. Je bouge mais les mains, je marche, mais c'est également le cerveau. Parce que le centre de la motricité, c'est au niveau du cerveau. C'est ça. On sent, on touche quelque chose, on sait que c'est quelle sensation. Mais le centre pour la sensation, c'est également au niveau du cerveau. Donc le cerveau joue beaucoup d'autres rôles. Par exemple, la mémoire. Le centre de la mémoire, c'est au niveau du cerveau. Le raisonnement, le jugement. Quelqu'un sait qu'il ne peut pas se déshabiller dans la rue, ou bien il est dans une chambre, ou bien il est quelque part où il y a beaucoup de monde, il se dénude, il sait qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'il a un jugement, un raisonnement. Et ce jugement, ce raisonnement, le centre qui s'occupe de ça, c'est également au niveau du cerveau. Donc voilà, grosso modo, de façon ramassée, les différents rôles que le cerveau joue. Donc s'il y a une atteinte au niveau d'une partie du cerveau, ces rôles peuvent être défaillants. C'est les nerfs qui font qu'on bouge, on marche, on se déplace. Voilà. De les façons, pour revenir à votre question, les principales maladies. Avant d'arriver à cette étape-là, je voulais vous poser une question. Vous comprenez, et vous comprenez mieux que tout le monde, l'importance de la neurologie. Parce que les nerfs, leur complicité constitue la charpente même du corps humain. Vous me l'enseignerez d'ailleurs. Et c'est à cet égard d'ailleurs que j'ai fait allusion tout à l'heure à la plante du pied, par exemple. Je parlais d'une clinique vers Godomega, là-bas, où vous voyez, je crois que vous savez de quoi je parle certainement, et les nerfs viennent accoster là. C'est-à-dire, ils ont fait un grand tableau là, il y a la plante des pieds, montrée comme ça. Et tous les nerfs viennent certainement s'abreuver ou bien rendre compte là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, parce que des gens de la clinique sont venus donner quelques explications, parce qu'on était curieux de dire, ces nerfs-là sont certainement reliés à chaque organe. Voyez-vous, il y a tel nerf correspond au cœur, par exemple. Tel nerf correspond à l'œil. Tel nerf correspond. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Est-ce que cette assertion-là est vraie ou fausse? Bon, tout à l'heure, je parlais du système nerveux, donc bon, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais pour respirer également, les nerfs interviennent. Vous voyez, il y a dans les systèmes nerveux, j'ai parlé des deux grands groupes qui sont les plus connus. On dit système nerveux central, périphérique, mais en dehors de ça, il y a aussi un système nerveux autonome. Il y a un système nerveux qu'on qualifie d'autonome. Et lui, il est divisé en sympathique et en parasympathique. Et là, on a des nerfs qui interviennent dans beaucoup de choses. Vous respirez, vous ne savez même pas que vous respirez. C'est vrai, il y a les poumons et le cœur qui interviennent dans la respiration, mais il y a également des nerfs qui y participent. Vous mangez, vous devez digérer, il y a la digestion qui se fasse, mais il y a également des nerfs qui interviennent dedans. Donc,
Donc, déjà au niveau de la colonne vertébrale, on a des nerfs qui quittent là. Par exemple, quelqu'un fait un accident. Ben oui. Quelqu'un veut éviter un accident ou bien quelqu'un est devant un danger. Il y a son cœur qui va se mettre peut-être à battre très fort parce que le système nerveux autonome intervient. Donc, les nerfs interviennent dans presque toutes les fonctions et les nerfs sont reliés les uns aux autres. Les nerfs qui vont quitter la colonne vertébrale vont aller jusqu'au niveau du pied. Voilà la réponse que je peux donner à votre question. Venons-en alors à la classification, je vais dire, c'est-à-dire les différentes affections relatives aux nerfs, c'est-à-dire quand un nerf est malade. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer un peu les maladies qui amènent des patients vers vous? Étalés sur un mois, par exemple, là, vous recevez quoi et quoi et quoi et quoi? Les affections neurologiques, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. La première affection neurologique qui fait que les gens sont hospitalisés, je commence par là, c'est l'AVC, accident vasculaire cérébral. C'est quand vous allez dans un service de neurologie, vous voyez des patients qui sont hospitalisés. Près de 70 à 80% de ces patients souffrent de l'AVC. Ça, c'est la première affection neurologique qui fait que les gens sont hospitalisés. Et ce n'est pas seulement au Bénin. L'AVC, c'est un problème de santé publique mondiale. Dans tout le monde entier, l'AVC, c'est très fréquent. Il y a un cas d'AVC, un nouveau cas d'AVC toutes les 2 secondes dans le monde. Environ 16 millions de nouveaux cas d'AVC par an. 16 millions de nouveaux cas d'AVC par an dans le monde, selon les chiffres de l'OMS. En dehors de l'AVC, qui est l'affection qui fait que souvent les patients sont hospitalisés, les autres affections, nous avons l'épilepsie. L'épilepsie qui est une maladie neurologique chronique qui se caractérise par la répétition de crises convulsives ou bien de convulsions. En dehors de l'épilepsie, on a les affections de la colonne vertébrale. Vous avez parlé tout à l'heure de la sciatique. Oui, par exemple. La sciatique qui est très très fréquente. On en reçoit beaucoup en consultation. Il y a aussi les problèmes de mémoire et de comportement. Il y a des maladies qu'on regroupe sous la dénomination de démence. Démence qui touche souvent les personnes âgées. Nous avons également la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson qui est une maladie qui se caractérise par des tremblements. Tremblements de repos. Nous avons également d'autres formes de tremblements qui ne sont pas forcément des tremblements de repos. Nous avons également des maux de tête, bien des céphalées. Dans le jargon médical, on parle de céphalée. La céphalée, c'est un signe, c'est un symptôme. Presque tout le monde, une fois dans sa vie, ça fait peur, hein? a souffert des maux de tête. Mais il y a maux de tête dans maux de tête. Il y a des céphalées qui ont des manifestations particulières que la neurologie traite. Il y a également des mouvements anormaux. Des gens qui ont des mouvements anormaux au niveau des membres. Voilà de façon ramasser les principales affections que le neurologue reçoit et soigne. Par rapport à tout ça, cette série que vous venez de présenter, est-ce que vous pouvez déjà dire qu'est-ce qui cause ça? Parce qu'il y a forcément des comportements ou bien ça vient naturellement. Bon, AVC par exemple, là, les chiffres sont ahurissants. Les chiffres sont terribles. Alors, est-ce que... qu'est-ce qui peut causer tout ça? Bon, de façon vulgaire, tout le monde sait un peu ce que c'est. Bon, on parle de l'hypertension, quand le taux est excessif et tout. Mais est-ce qu'il y a autre cause de ces maladies-là? Par rapport à l'AVC ou accident vasculaire cérébral, donc c'est une maladie neurologique qui touche
les vaisseaux du cerveau. Et ça survient toujours de façon brutale. Parce que le premier mot de AVC, c'est accident. Oui, oui. Personne ne veut faire un accident. Non, et non. c'est à l'avance qui veut faire un accident. C'est ça. L'accident survient toujours brutalement. Donc l'AVC survient toujours de façon brutale. Et bon, avant de parler des causes, des mesures préventives, les signes de l'AVC, souvent les signes les plus connus, c'est une paralysie ou bien une faiblesse au niveau d'un membre ou bien d'un hémicorps. Mais la moitié du corps qui, de façon brutale, la personne veut se lever, n'arrive plus à mouvoir, soit le pied ou le bras, ou bien la personne peut avoir des problèmes du langage, ne peut plus bien articuler les mots, ou bien ne peut plus du tout parler, ou bien ça peut être des troubles de la vision, la personne voit double, ou bien ne voit pas, une partie de l'œil ne voit plus, ou bien ne tourne plus. Ça peut être des maux de tête inhabituels, intenses, que la personne n'a jamais reçu, n'a jamais eu dans sa vie. Maintenant, les causes de l'AVC, elles sont nombreuses. On ne va pas citer toutes les causes. Si on commence maintenant, on ne va pas finir. Mais ce qu'il faut savoir, il y a des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de risque. Et ce sont ces facteurs qui prédisposent le plus souvent à la survenue de l'AVC. Et quels sont ces facteurs? Oui, c'est important. Vous allez commencer par citer. Premier, l'hypertension artérielle. C'est ça. Deuxièmement, le diabète. C'est ça. Troisièmement, le tabagisme. Ah oui. Quatrièmement, l'alcoolisme. Et puis cinquièmement, on a des problèmes de cholestérol. C'est ça. Voilà les principaux facteurs qui prédisposent à la survenue de l'AVC. Et pour prévenir l'AVC, justement, c'est sur ces facteurs qu'il faut jouer. Oui, absolument. L'hypertension artérielle, bon, on n'en parle plus. Aujourd'hui, les chiffres, si on va parler des chiffres, c'est astronomique. Astronomique. Au Bénin, par exemple, près de 30% de la population béninoise est hypertendue. Mais le problème, c'est que très peu de personnes savent qu'ils sont hypertendus. Et le peu de personnes qui savent qu'ils sont hypertendus, très peu sont contrôlés. Ou bien ils ne prennent pas leur traitement, ou bien ils prennent comme ils veulent. C'est ça. Donc, c'est ça. Comme ils veulent. Comme ils veulent. Le diabète également. Le diabète, les chiffres du diabète chez nous augmentent. C'est ça. Il y a, par exemple, le ministère de la Santé, par le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, qui essaie de faire des enquêtes, qu'on appelle des enquêtes STEPS, pour voir à peu près quelle est la prévalence des principales maladies non transmissibles. Mais les chiffres de l'hyperglycémie augmente. On est passé de pratiquement 2,9% en 2008 à pratiquement près de 13% en 2015. C'est beaucoup, C'est beaucoup. Ah oui. Et maintenant, actuellement, quels seront les chiffres? Ah oui. Donc, vous voyez, l'hypertension artérielle, le diabète, quelles sont les causes? Parce que c'est sur ces mesures qu'il faut agir. C'est la mauvaise hygiène de vie. C'est la mauvaise hygiène de vie qui est à la base de tout ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des facteurs génétiques. Il y a des gens qui sont déjà génétiquement prédisposés. Mais en dehors de ces personnes, c'est souvent la mauvaise hygiène de vie. La consommation excessive d'huile. La consommation excessive d'huile. Parce que l'huile, ça va se transformer en mauvais cholestérol. Le cholestérol, le mauvais cholestérol, c'est comme du caillou qui va boucher les artères. C'est ça. C'est ça le problème, c'est que quand les artères sont bouchées, qu'il y a l'AVC. Les artères sont bouchées, le sang ne peut plus circuler de façon fluide comme elle devait l'être au niveau de la paroi des artères. Donc c'est ça qui va donner l'hypertension artérielle. Parce qu'au lieu que l'hypertension artérielle, c'est quoi? On a le sang qui doit circuler à une certaine pression
au niveau des artères. Maintenant, les artères sont bouchées. Donc, le sang est obligé d'augmenter la pression. C'est cela. Donc, on a la consommation excessive d'huile. Donc, il faut réduire l'huile. Aujourd'hui, nous mangeons trop gras. Ou bien, on va dire, on va manger de la salade. La salade, par exemple, c'est une très bonne nourriture, normalement, pour faciliter même la digestion. Mais quelle salade on mange aujourd'hui? Salade où, normalement, c'est les feuilles de laitue, la carotte, le concombre, la betterave, un peu de tomate et d'oignon. Mais notre salade d'aujourd'hui, c'est quoi? On va ajouter de la sardine, de la mayonnaise, de la vinaigrette, et de l'œuf, et des frites, et de l'avocat. Tout ça, c'est pas Tout ça qui est trop gras pour surcharger. Ou bien, il y a des aliments trop gras. Aujourd'hui, nous mangeons trop gras. Et c'est ça, les conséquences. Absolument. Après ça, on a la consommation excessive de sel. Le sel également. L'élimination du sel, le métabolisme du sel fait également que la tension augmente. Donc, il faut limiter la consommation de sel. Le sucre également. Le sucre. Le sucre, ce n'est pas bon. Ah oui. Le sucre crée beaucoup de dégâts. Oui. Parce que on le retrouve encore dans la glycémie là-bas. Oui, on le retrouve dans la glycémie. Et le diabète, on a parlé du diabète qui a des complications. Surtout encore si l'hypertension artérielle et le diabète sont associés, on les appelle les tueurs silencieux. On les appelle association de malfaiteurs. L'hypertension artérielle et le diabète associés, ça c'est les associations de malfaiteurs parce que ils détruisent tout. Ils vont détruire les yeux, vous pouvez devenir aveugle. Ils vont détruire le cœur, vous allez faire une infarctus du myocarde. Et le pire, c'est que normalement l'infarctus du myocarde, c'est une maladie qui est censée donner des douleurs. Si vous avez un diabète avancé qui a déjà touché les nerfs et qu'il faut que vous n'avez même plus la sensibilité, peut-être vous serez en train d'avoir un problème grave, mais quand vous n'avez plus mal, il ne faut pas crier. C'est ça. Donc l'hypertension, le diabète, ils vont détruire les reins. Ils vont détruire les nerfs. Vous voyez, donc on a parlé de l'huile, du sucre, du sel, l'alcool également. L'excès d'alcool, ce n'est pas bon. L'excès d'alcool, ce n'est pas bon. Il y a des normes que l'OMS a données pour chaque type d'alcool, la quantité qu'il ne faut pas dépasser par jour et par semaine. Parce que quand on est dans l'excès, l'alcool peut donner une démence au niveau du cerveau. L'alcool peut donner de l'épilepsie. J'ai parlé tout à l'heure de l'épilepsie. C'est sûr. L'épilepsie, on pense que c'est uniquement les enfants qui peuvent avoir l'épilepsie. Non, l'épilepsie peut survenir à tout âge. Et l'alcool peut donner de l'épilepsie. Si vous prenez trop d'alcool, vous pouvez devenir épileptique. C'est ça. Le tabac. Le tabac ne fait pas du bien. Le tabac va détruire les poumons, va détruire les artères et c'est également un grand facteur de risque. Le tabac peut donner des cancers du poumon, le tabac peut donner des maladies pulmonaires qui vont vous donner des difficultés à respirer. Donc c'est surtout sur ces facteurs qu'il faut agir. En dehors de ça, il y a également l'activité physique. Elle est capitale. Elle est indispensable. Les normes de l'OMS, c'est de marcher au moins 30 minutes, 7 jours sur 7. C'est cela. Ce n'est pas une fois dans la semaine, on attend le samedi ou le dimanche. Non, on peut marcher à tout âge. Oui, bien sûr. Il y a tellement de... On peut marcher, on peut s'amuser avec ses enfants. Si on a un chien, on peut se promener avec le chien en marchant. On peut marcher seul, on peut marcher seul, on peut marcher en famille. On peut être dans un groupe, mais quand on finit de marcher, de courir, on va pas s'asseoir encore pour prendre de la bière, pour prendre bien taper ou bien un peu de viande de porc. Mais non, ça là, on n'a plus fait du sport. Non. Ce qui est recommandé par le maître, c'est de marcher 30 minutes,
7 jours sur 7. Marche rapide, continue. Voilà. Rapide et continue. C'est pas que je marche 5 minutes. Et puis le matin, je m'arrête et je m'assois, je vais marcher 5 minutes, je dis, mais à la fin de la journée, j'ai marché plus d'une heure. Non. Il faut marcher de façon continue. C'est la continuité de la marche. C'est ça qui donne les bénéfices pour tout l'organisme. En marchant, vous allez perdre du poids. En marchant, vous allez brûler de la graisse. La marche améliore la glycémie. La marche améliore la tension. Par contre, le fait de ne pas marcher, de rester statique, donc la sédentarité, vous expose à tellement de maladies. C'est ça. Les maladies, les affections cardiovasculaires, les problèmes de dos, les cancers, l'obésité. Il faut bouger. Il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. Il faut bouger. Non, je crois qu'on a fait le tour. Vraiment, vous avez... Et la dernière chose, c'est la consommation des fruits. Le maître recommande de prendre 5 portions de fruits et de légumes par jour. 5 portions de fruits et de légumes. Ça veut dire? Quand on dit 5 portions, normalement une portion, ça fait un fruit. 3 cuillères à soupe de légumes cuits, ça fait une portion. Donc quand on dit 5 portions de fruits et de légumes, si je prends 3 fruits et je prends 6 cuillères à soupe de légumes préparés, bon, j'ai déjà atteint la dose. Dans la journée, c'est ce que le maître recommande. Parce que les fruits sont riches en vitamines. Les fruits permettent de se rajeunir. Les fruits facilitent la digestion. Oui, c'est ça. Donc, les bénéfices des fruits sont énormes pour l'organisme. Et quand vous parlez de fruits, est-ce que tous les fruits sont bons? On peut prendre les oranges, on peut prendre la papaye, etc. Quels sont les fruits que vous conseillez? Non, tous les fruits sont bons. Il n'y a pas d'exception à mettre aussi de côté. À moins que vous avez une maladie connue, par exemple, si vous êtes diabétique, il y a peut-être des fruits que vous ne pouvez pas prendre. Il y a d'autres fruits que vous allez juste prendre en petite quantité. Ou bien à moins que vous avez une allergie, une réaction à un fruit particulier. Sinon, tous les fruits sont bons à prendre. C'est ça. Alors, moi, je voudrais, avant qu'on ouvre l'antenne aux auditeurs, je voudrais parce que on a passé en revue les différentes affections qu'on peut avoir. Et puis, je crois que à votre présentation, disons que ça donne des frissons dans le dos, on a peur. Il faut le reconnaître très honnêtement. Quand vous parlez, quand vous décrivez la survenance de l'hypertension, par exemple, etc., ça fait peur. Alors, la question qui peut venir à l'esprit, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? L'État, certainement, a sa part de responsabilité. Et si on doit entrer dans ce chapitre, on en dira beaucoup. L'État, qui doit, en principe, créer le cadre qu'il faut pour permettre aux populations, donc, d'affronter ces différentes pathologies-là. Bon, mais nous-mêmes, c'est-à-dire l'individu même, comportement, puisque, voilà, les faits sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'on est en train de parler de la prévention. Maintenant, pour tous ceux qui souffrent déjà de l'une ou de l'autre maladie, qu'est-ce que vous leur conseillez de commencer à faire? Je sais qu'il y a une autodiscipline qu'il faut avoir. Il y a une certaine rigueur qu'il faut s'imposer. Voyez-vous, quand on dit de ne pas manger ceci, il ne faut pas manger. Parce qu'on dit souvent que la santé se trouve aussi dans le plat. Vous l'avez insinué tout à l'heure. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs? Je crois qu'ils vont d'ailleurs venir là-dessus tout à l'heure. Qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs pour vraiment lutter, par exemple, contre l'hypertension, par exemple? Bon, pour ne prendre que ça. Parce qu'on sait que pour le diabète et autres, là, il faut mettre une croix, peut-être sur les boissons sucrées, il faut excès de sucre et tout, il faut... Bon, là, on peut parvenir à lutter contre l'hyperglycémie et tout. Mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pouvez donner? Les conseils que je vais donner, d'abord, la santé s'entretient. Oui. Il vaut mieux prévenir que guérir. À partir d'un certain âge, il faut prendre soin de sa santé. Il ne faut pas attendre de tomber malade. Tout à l'heure, je vous ai dit que
pratiquement 30% de la population béninoise est hypertendue. Et très peu sont au courant. Yeah, ouais. Parce que l'hypertension artérielle, ce n'est pas comme le paludisme où ça va vous donner de la fièvre, des courbatures et tout de suite vous allez vous rendre à l'hôpital. Vous pouvez être hypertendu pendant des années sans avoir aucun signe. C'est ça. Et le jour où vous commencez par avoir des signes, c'est déjà trop tard. Donc les conseils, c'est qu'à partir de, je dirais même de la trentaine, si vous avez encore des parents qui sont hypertendus, ça veut dire que vous êtes déjà prédisposé. Donc vous devez de façon, je vais dire, deux fois par an, aller prendre votre tension. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas encore hypertendu, C'est ça. si vous n'êtes pas hypertendu et si vous n'avez pas de problème de santé connu, à partir de 30-35 ans, bon, certains vont dire 40 ans, C'est ça. si tu as pas de 40 ans rigoureusement, 2 à 3 fois par an, vous allez dans un centre de santé, vous dites, ah, je veux prendre C'est ça. ma tension, vous voyez le médecin généraliste qui est là, qui vous examine et vous faites un petit bilan, surtout où il y a la glycémie. C'est ça. Parce que l'hypertension artérielle, le diabète, je leur dis que c'est des tueurs silencieux, c'est une maladie qui peut évoluer à bas bruit, sans aucun symptôme pendant plusieurs années. Donc c'est des maladies qu'il faut dépister. C'est ça. Donc l'individu doit savoir, ah, ma santé, elle est importante pour moi. Si je n'ai pas la santé, je ne peux pas vaquer à mes occupations. Je ne peux pas prendre soin de ma famille. Donc 2 à 3 fois par an, je vais voir le médecin, mais je vais dans une clinique, dans un centre de santé, on prend ma tension, on me fait la glycémie, on me demande un petit bilan minimum pour s'assurer que tout va bien. C'est ça. Si dans ce bilan, la tension commence pas à augmenter, donc ce sera plus 2 fois par an, bien 3 fois. Il aura un suivi régulier. Et si ça persiste, il faut voir le spécialiste. Il faut voir le spécialiste. Et si le spécialiste vous prescrit des médicaments, il faut les prendre. C'est ça. C'est aussi l'autre problème auquel on est confronté. C'est ça. Certaines personnes, ils sont au courant qu'ils sont hypertendus. Ils ont eu la chance ou bien ils ont eu un problème de santé autre qui les a amenés à l'hôpital ou bien lors d'une visite, on a pris leur tension et elle est élevée. C'est ça. Et on a contrôlé, suivi la tension plusieurs fois. On a vu que la tension artérielle est élevée. Donc la personne est déclarée hypertendue. Elle a vu le spécialiste qui l'a mis sous traitement. Et les gens disent non. Et quand on commence par prendre les médicaments tout le temps, l'organisme s'habitue. Non, l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique. Si le spécialiste vous prescrit des médicaments, il faut les prendre sans s'arrêter. C'est ça, absolument. Absolument. Okay, très bien. Alors, docteur, merci beaucoup. On va ouvrir maintenant l'antenne aux auditeurs qui ont des préoccupations à exprimer. Je crois que vous êtes prêts. Oui, tout à fait. Ok, on peut y aller. Préoccupation des auditeurs. Préoccupation des auditeurs, bien entendu. Voilà, on va donc recevoir des auditeurs en direct. Je crois qu'il y a un premier déjà qui s'annonce. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Benoît. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, ça va. C'est monsieur? Monsieur Benoît Farombo. Ah, Benoît Farombo. Très bien. Oui, je salue le docteur. Oui, oui. Ok, très bien. Monsieur Benoît? Oui. J'ai suivi avec beaucoup d'attention le médecin que vous avez reçu ce soir. Oui. Et pendant son exposé, il n'a pas utilisé une seule fois le mot réflexologie. La réflexologie, voilà. Oui. Puisque lorsque je me réfère à l'image que vous avez parlé dans une clinique, oui. Vous avez parlé d'une image où les nerfs sont convergés vers un seul point dans la plante des pieds. Oui. Et lorsqu'on parle des nerfs, on entend souvent dire qu'il faut aller voir les réflexologues pour le massage plantaire. C'est ça. Alors, je voudrais lui demander si la spécialité du neurologue a un rapport avec un réflexologue. Très bien. Ça, c'est ma première question. Oui. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, très bien.
Ok. Maintenant, lorsque on est déjà atteint, est-ce que effectivement les organes qui sont touchés, c'est-à-dire lorsqu'un organe est déjà affecté, lorsqu'on fait effectivement le massage plantaire là, est-ce que l'organe là retrouve vie? C'est son introduction pour le moment. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Faranougo. Bonne soirée à vous. Un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur René Bewa. Oui, comment allez-vous, madame? Très bien, chez vous. Oui, ça va. Bonsoir à votre invité, monsieur le neurologue. Vous êtes madame? Faranougo Nadine. Ah, Faranougo Nadine. Oui, je vous appelle depuis Calavidopa. Ah, d'accord, ok. La question que je m'avais posée au docteur, Oui. c'est bien sûr un neurologue que vous avez reçu. Mais il n'a pas parlé vraiment des maladies neurologiques comme le sciatique par exemple. Il n'a pas bien détaillé ce domaine. J'aimerais lui poser, lui demander quel genre de sport, est-ce que quelqu'un qui souffre du sciatique peut faire la marche ou bien pour soulager ses douleurs ou bien comment ça se passe? Oui. C'est tout ce que j'ai à lui demander. Voilà. Merci, madame. Madame Faranougo, bonne soirée. Merci, pareil. Ok. Eh oui, voilà. On attend un autre auditeur, mais avant cela, je crois que le médecin va déjà commencer à répondre aux deux premières questions. Je crois qu'il y a deux intervenants. Voilà, vous pouvez y aller, docteur. Merci. Le premier intervenant, monsieur Benoît Faranougo. Oui, voilà. Et sa première question était de savoir est-ce que la spécialité de neurologie a un rapport avec la réflexologie. Voilà, exactement. Non. Non et oui. Ah oui. Parce que bon, la réflexologie, je n'ai pas voulu aborder ce domaine parce que bon, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se disent réflexologues alors qu'ils n'ont pas reçu la formation qu'il faut. Ils ne sont pas formés, ils ont été formés sur le tas. Donc bon, c'est un domaine dans lequel je préfère ne pas m'aventurer. Je préfère la kinésithérapie. Ah oui. Là, je sais que c'est des spécialistes qui ont été formés, bien formés, et qui ont étudié. C'est cela. Il y a l'école qu'il faut. C'est pas que la réflexologie, c'est une mauvaise chose. Non, mais il faut que ce soit quelqu'un qui a fait la formation, qui a la compétence qu'il faut. Oui. Si c'est quelqu'un qui a la compétence qu'il faut, là, la réflexologie donne également les résultats. Mais aujourd'hui, il y a tellement énormément de centres qui se développent de part et d'autre dans tous les coins de rue. Tout le monde se dit réflexologue. On s'improvise. On s'improvise réflexologue. Donc, il faut faire attention. Ah oui. Très bien. Et sa deuxième question, lorsqu'il demandait, lorsqu'un organe est atteint et on fait le massage plantaire, est-ce que l'organe retrouve sa fonction? Ça dépend de l'organe qui est atteint. Ça dépend de la maladie. Pour que le massage seul puisse suffire. Quelqu'un, par exemple, qui fait un accident vasculaire cérébral, où c'est une partie du cerveau qui a été touchée, et la personne a une faiblesse du bras, du pied, ce n'est pas seulement le massage plantaire, par exemple, qui va faire que le cerveau va retrouver toute sa fonction. Non, il faudra faire également de la kinésithérapie, du renforcement des muscles. Donc, c'est pas uniquement le massage plantaire qui fait que l'organe retrouve toute sa vitalité. C'est ce que je peux répondre par rapport aux deux questions de monsieur Benoît Faranougo. Voilà. Par rapport à madame
Falangou Nadine, Voilà. qui a posé une question par rapport à la sciatique. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps, on ne pourra pas développer toutes les affections. C'est pourquoi on n'a pas parlé de la sciatique. Il y a par exemple l'épilepsie dont on n'a pas parlé, la démence, la maladie de Parkinson, qui sont autant de maladies neurologiques. Mais le sciatique peut faire la marche. La marche n'est pas interdite. Au contraire, elle est même conseillée de marcher, de bouger. C'est ça. Oui, le sciatique peut... Celui qui souffre de sciatique, dit même comme ça, c'est une mauvaise appellation. Parce que le sciatique, c'est un nerf. Et tous les hommes, toutes les personnes au monde ont un sciatique. Donc, le sciatique n'est pas une anomalie. C'est un peu comme la prostate. Quoi. Voilà, c'est pas une anomalie. C'est quand on a une douleur du nerf sciatique. Donc, c'est là qu'il y a un problème. Donc, une douleur du nerf sciatique, non, d'une sciatalgie ou bien une lombo sciatique. Voilà que il y a un problème. Et les problèmes de sciatique deviennent de plus en plus fréquents. Les problèmes sont énormément fréquents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de problèmes de dos, de sciatique, de douleurs. Mais les douleurs du sciatique n'empêchent pas de faire la marche. Au contraire, même quand les personnes souffrent de sciatique, quand on fait les examens qu'il faut pour voir, on les envoie même chez les kinésithérapeutes pour faire de la rééducation, pour faire du renforcement musculaire. Donc le sciatique peut marcher. Voilà, c'est ce qui est interdit chez le sciatique, ou bien qui n'est pas conseillé, c'est d'éviter de soulever des charges trop lourdes. Voilà. Un objet trop lourd, il faut qu'il s'abaisse et il va vouloir soulever. Ça peut encore aggraver son problème. Donc des mouvements qui vont l'amener à s'abaisser totalement. En dehors de ça, le sciatique, il peut marcher. Et surtout, dans le sciatique, c'est l'hygiène du dos qui est important. C'est ça. L'hygiène du dos, aussi bien assis, en train de travailler, dans la voiture, à la maison, en train de regarder la télé, dans tous les gestes, en train de balayer. Il faut que le dos soit toujours bien droit. Il faut veiller à cela. C'est ça. Parce que ça, c'est l'une des mesures de prévention. C'est ça, absolument. Parce que quand les problèmes de sciatique commencent, malheureusement, ça peut traîner toute la vie. Et oui, les problèmes de la colonne vertébrale, ce n'est pas comme le paludisme, on prend les médicaments au bout de 2-3 jours. Non, les problèmes de sciatique, les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, c'est souvent des problèmes chroniques. C'est ça. Donc, l'une des premières mesures, c'est d'éviter les facteurs qui peuvent déclencher. C'est ça. Et l'un des premiers facteurs, c'est le dos. C'est la mauvaise posture. Voilà. Ok, très bien. Alors, nous allons offrir encore la chance à certains auditeurs, pour des questions, des préoccupations. Le temps commence à filer. Alors, d'autres auditeurs vont appeler. Docteur, en attendant bien sûr l'intervention de certains auditeurs encore, la sciatique, ça peut venir comme ça. Ça vient comme ça. C'est vrai que vous avez doigté certains comportements à avoir pour se mettre à l'abri. Mais je connais, je ne vais pas citer de nom, vous voyez, et la sciatique, c'est arrivé comme ça. On sait que, il y a un auditeur qui déjà est au bout du fil. On va peut-être le recevoir et après je reviens sur cet aspect-là. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, comment ça va? Bien, je m'appelle Deo Gracias Scotty. Oui, Deo Gracias Scotty. Très bien. Ouais. Allez-y. Ma préoccupation, c'est que moi, quand je dis la rediffusion, ah oui? penser à la diffusion de l'émission. Ah. D'accord. Oui, bien sûr, il y a la rediffusion. Je puis déjà vous dire que à 4 heures du matin, tout à l'heure, vous pouvez écouter la rediffusion. 4 heures tout à l'heure, quoi. 4 heures de nuit, là. Ouais, vous comprenez, ouais, demain très tôt, demain à l'aube, c'est ce que je veux dire, quoi. D'accord?
Oui. Si vous n'avez pas pu suivre maintenant, vous pouvez suivre à 4 heures du matin. Ok? Merci. Ouais. Alors, je demandais, bon, de mémoire, vous vous rappelez, il y avait un chef de l'État béninois, bon, il y a quelques années déjà, donc qui est, dès qu'il est arrivé, il avait souffert de sciatique. Je crois que c'était ça, sciatique. Bon, il y a eu beaucoup de commentaires et tout. Je ne sais pas si vous savez de qui je parle. Bon, c'est pas bien, je ne vais pas dire le nom, mais c'était un chef d'État de notre pays. Dès qu'il était arrivé, bon, ben, il avait souffert de la sciatique. Alors, je me suis demandé, est-ce que il y a certainement eu des comportements préalables de sa part, ou bien c'est arrivé comme ça? Est-ce que vous pouvez en dire un mot, ou bien vous n'étiez pas au courant? Enfin, c'était un exemple que j'ai donné. Alors qu'il y a un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bon, je crois qu'il est parti. Alors, donc, vous pouvez répondre à cette question? Non, les douleurs du nerf sciatique ne viennent pas de façon spontanée. Il y a souvent des comportements à risque, ou bien même parfois des prédispositions. Oui. Il y a des gens qui, déjà, depuis la naissance, ont des prédispositions génétiques, des anomalies au niveau de la colonne vertébrale qui les prédisposent. Maintenant, en plus de ça, il y a la posture qu'ils adoptent, il y a le travail qu'ils font, et c'est tous ces facteurs combinés. Un jour, peut-être la personne adopte une mauvaise posture, elle veut se relever et elle sent qu'il y a un blocage au niveau de la colonne vertébrale et les douleurs commencent. Oui, absolument. C'est ça. Très bien. Voilà, merci bien, docteur. On va terminer comme ça, hein, sur des chapeaux de roue. Voilà, docteur Octave Wanou, vous êtes neurologue. Merci infiniment d'avoir répondu à notre appel pour parler des questions de nerfs. Alors, merci et à bientôt. À mardi prochain, vous reviendrez ici. Mise en onde, Gisina Gbangba. À la production, c'était René Tatou. Et puis, prise de vue, Job Chikpe. Revenu fraîchement des congés. En direct, René Bewa. Merci à toutes, merci à tous. Et à très bientôt.